Allez, c'est parti. Bonjour à tous. C'est à moi qui revient d'ouvrir cette assemblée générale. Suite à des récents conseils d'administration, j'ai repris la place de la présidence de l'association comme vous avez été mis au courant. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour l'instant, on est 27 participants dans la salle de Zoom. Et puis, je ne sais pas trop sur le live de Facebook parce que je ne l'ai pas du tout en retour. Je remercie donc nos adhérents d'être présents. 6, me dit Claire. Merci à un certain nombre de partenaires d'être avec nous aujourd'hui. Pour le ministère de l'Agriculture, une association de victimes des pesticides au Québec. Donc, l'Assemblée générale s'ouvre à l'international. On nous avait signalé, mais je ne les ai pas encore vus, la présence de la MSA par le docteur Bernadac, mais je ne les ai pas encore vus en ligne. Donc, merci de respecter le déroulé de cette Assemblée générale, de poser vos questions, n'hésitez pas, si on n'est pas nombreux, vous aurez plus facilement la parole, de privilégier les questions écrites. Ça sera plus simple pour nous d'essayer de les compiler et de répondre à un plus grand nombre de personnes. Et donc, j'ouvre l'Assemblée générale par le rapport moral. Une fois de plus, l'année écoulée a vu Phytovictime grandir et réussir. L'activité 2019, comme à son habitude, a été très dense. Elle a surtout été l'aboutissement de nombreux projets. En effet, depuis quelques mois déjà, nous avons réussi à croiser des ressources financières privées et publiques avec des mécénats de compétences. Cette nouvelle dynamique a permis de moderniser nos outils informatiques pour les rendre plus performants, collaboratifs, fonctionnels et durables, aussi bien pour les salariés, le conseil d'administration que l'ensemble de nos bénévoles. Nous pouvons nous réjouir que de plus en plus de partenaires s'engagent durablement à nos côtés pour soutenir et financer nos projets. Et je ne peux aujourd'hui que les remercier. C'est effectivement une bonne dizaine de partenaires privés qui nous accompagnent chaque jour. Cela regroupe des fondations, des mécénats de compétences, des spécialistes de levée de fonds, jusqu'à un assureur et un comptable local. On pourrait noter Alten Solidaire, OAK Fondation, My Golden Network, Les Veilleurs du Net, Somofus, GAN et AFAC. Cela nous a permis de transformer un petit projet au départ en un projet d'envergure européenne. C'est le cas de la première exposition photo-vidéo que nous avons intitulée « Agriculture et pesticides, sortons de la dépendance à cette relation toxique ». Celle-ci, à l'image de notre association, est la mise en lumière de la situation des pics et des victimes dans le but d'ouvrir le dialogue entre les professionnels utilisateurs, les riverains et les collectivités. Je remercie encore Nantes Métropole de nous avoir accueillis pour cette inauguration en novembre dernier. Les compliments pour cette exposition ont été nombreuses. Permettez-moi de profiter de cet AG pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu le courage de témoigner. Encore une fois, l'union de nos ressources financières a permis de mener à terme ce grand projet grâce au soutien de la Nouvelle-Aquitaine. Cette région est la première à nous soutenir durablement sur de nombreux projets et à vouloir avancer sur les problématiques qui nous concernent. Notre présence territoriale continue de s'étendre aujourd'hui. Nous avons des relais locaux en Occitanie, en Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et en Normandie. Cette présence de terrain ne sera possible ailleurs que grâce à des membres bénévoles qui s'engageront à nos côtés, mais aussi au soutien d'autres régions ou d'autres départements. 2019
a aussi été marquée par le départ d'administrateurs. Permettez-moi tout d'abord de les remercier très sincèrement pour l'ensemble de leurs contributions auprès de l'association. Certains membres sont fondateurs et pionniers dans la reconnaissance en maladies professionnelles liées aux pesticides. Certaines procédures emblématiques menées conjointement entre l'association et Maître Laforgue ont permis de démontrer les impasses et les contradictions dans le processus. Cela a donc permis de soutenir la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides pour l'intérêt de tous. Ce long travail de l'ombre, engagé mi-2015, avec la sénatrice Nicole Bonnefoy et le cabinet d'avocats TTLA, a fait naître à la fin de l'année ce que le gouvernement appelle désormais un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Même si ce dernier amène quelques avancées, il n'est pas à la hauteur des attentes que nous avions imaginées dans le projet de départ. Il reste cependant un cadre, puisque c'est une loi, qu'il faudra améliorer et qui va nous obliger à travailler différemment dans l'accompagnement de vos dossiers de victimes. Notre travail de fond au service des victimes a vu aussi quelques belles avancées. Notre présence dans de nombreux groupes de travail nationaux, dont la COSMAP, notre persévérance à défendre toutes les victimes des pesticides en lieu, a contribué à la révision de 2 tableaux de maladies professionnelles. Le tableau 59 pour la grande famille des lymphomes et le 58 pour la maladie de Parkinson. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Pour poursuivre ces améliorations, il est primordial de pouvoir recenser toutes les victimes au niveau national. Ce travail a déjà commencé, mais il va se poursuivre avec un grand soutien du ministère de l'Agriculture. Je ne peux qu'émettre le vœu que d'autres ministères s'engagent pour des subventions, pour améliorer la prise en charge des victimes ou bien participer à des actions de prévention et de sensibilisation, comme nous en réalisons d'ailleurs régulièrement dans les établissements scolaires agricoles. Ça a été un petit peu plus compliqué cette année avec la crise du Covid, mais nous reprendrons le travail dès l'année prochaine, si la situation le permet. Vous le voyez, de nombreuses avancées sont le fruit de la persévérance. Elles sont souvent longues et fastidieuses à obtenir. Aussi, j'appelle l'ensemble de nos membres, et particulièrement encore les victimes, à fidéliser leurs adhésions et leur soutien financier. Soyez garantis que le travail quotidien de l'association est réalisé dans votre intérêt. Au-delà de votre accompagnement personnel, nous essayons aussi d'améliorer les champs des reconnaissances et des prises en charge. Un sujet reste cependant très préoccupant. Nous sommes de plus en plus confrontés à des victimes en très grande précarité qui sont dans l'incapacité complète de pouvoir défendre leurs droits. Ce sujet nous interpelle particulièrement. De nombreux points seront développés dans le rapport d'activité, mais je souhaite profiter de ce moment pour féliciter toute l'équipe salariée pour son investissement. De nombreuses réorganisations ont eu lieu pour améliorer la collaboration avec les administrateurs. Merci aussi à vous, l'équipe des administrateurs, des relais locaux et des bénévoles pour votre engagement. J'ai vu qu'il y avait quelques bénévoles tout à l'heure qui étaient en ligne. On pourrait, si on était tous ensemble, les applaudir grandement pour le travail qu'ils ont réalisé tout au cours de l'année. Sincèrement, je vous remercie. C'est plus de 1600 heures que ces bénévoles ont apporté à l'association. Tout du moins, toutes celles qu'on a réussi à enregistrer, parce que c'est quand même assez délicat. On essaye de se parfaire sur la situation. Mais il a été recensé plus de 1600 heures de bénévolat, quand même l'équivalent d'un temps plein salarié. Et donc, bravo et merci à tous. Si vous aussi, vous souhaitez vous engager à nos côtés, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Nous vous accueillerons à bras ouverts. Voilà, je vous remercie. Pour le rapport moral, je passe la parole à Annie pour le rapport financier.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les comptes pour 2019 et le prévisionnel pour 2020. Comme vous pouvez le voir, les charges de personnel représentent plus de 40% de nos charges, ce qui est dû à une association qui est en lien avec des personnes, donc ayant besoin de personnel. Et on a à peu près 30% de services extérieurs qui est dû à du mécénat en grande partie. Le comparatif par rapport au réel, on voit par là qu'on a quand même réussi à bien maîtriser. Bien sûr, on a plus de charges de services extérieurs que prévu, mais là, c'est bien dû à une augmentation du mécénat liée à la plateforme informatique que nous sommes en train de mettre en place. Et puis une petite augmentation liée aux charges de personnel au 4e poste qui est arrivé en cours d'année. Au niveau du rapport financier, on voit donc la partie verte représente le financement des services publics, le bleu des fonds privés et le jaune, donc les adhésions, les interventions et les ventes que nous pouvons faire liées aux manifestations. Voilà. Donc, au niveau des fonds privés, on peut remarquer des fonds qui sont bien sûr moins importants, mais toujours bénéfiques. C'est notamment la Biocoop qui nous a financé, le GAN, la FAC, mais aussi des donations au niveau de plus gros donateurs comme la Fondation OCA ou Alten liées à du bénévolat. Dans notre projet de prévisionnel pour 2019, on voit que il y a certains ministères qui ont un petit peu moins donné que ce qui était prévu, voire des ministères qui n'ont rien donné du tout. Mais en contrepartie, nous avons la région Nouvelle-Aquitaine qui a financé beaucoup plus du fait de l'évolution plus rapide, notamment de l'expo photo, avec des évolutions de la demande. Et puis Alten qui l'a fait en mécénat lié au projet informatique. Bien sûr, on voit aussi que les dons et les adhésions sont en progression réellement très importante. L'évolution donc du privé et du public, bien sûr, on voit une forte progression sur du public en 2018 qui est plutôt due à ce qu'un report de 2017 s'est fait sur 2018, puisqu'il y avait eu des subventions qui ont eu du mal à arriver et qui sont arrivées sur 2018. Par contre, en 2019, on commence à avoir des financements privés plus importants que des financements publics. La répartition du travail. On a, depuis 2019, donc valorisé et noté le temps des bénévoles, qui représente quand même la valeur d'un SMIC. Donc, c'est déjà très, très important pour l'association. Au niveau du budget prévisionnel, au niveau des prévisions, on a des prévisions, bien sûr, sur du personnel à la hauteur de 40%, qui représente normalement le temps de travail de tout le monde. Et au niveau des achats, parce que nous avons l'expo photo qui va demander certains investissements, qui vont être compensés par des subventions, voire des aides en mécénat. Au niveau
des projets, on a retiré 3 gros projets au niveau du prévisionnel. Donc, on a le projet au niveau des victimes, qui est financé pour une grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine, avec un grand pourcentage, bien sûr, de charges de personnel. Le budget sensibilisation, lui, est vraiment représenté par beaucoup de financeurs, puisqu'il y a beaucoup de petits financeurs où on a fait des demandes et qui correspondent. Donc, ça veut dire là, on a un projet qui touche un petit peu tout le monde, avec bien sûr encore à peu près 50% de charges de personnel et de services extérieurs qui est un petit peu important, lié au déplacement pour aller sur les lieux des sensibilisations. Au niveau du projet informatique, une grande partie bien sûr en mécénat et au niveau du ministère de l'Agriculture qui nous finance lié à la mise en place d'un système de repérage au niveau des maladies professionnelles et des maladies en général au niveau de l'agriculture. Ça représente beaucoup plus de services extérieurs que de charges de personnel, puisque c'est lié, les charges d'extérieur sont liées au mécénat. Merci à vous. Bonjour à tous, donc je me présente, Laurent Joudon, je suis commissaire aux comptes. Donc je vais pas revenir en détail sur les comptes qui viennent de vous être présentés, des comptes 2019, sauf si bien sûr il y avait des questions. Et je vais donc vous présenter les 2 rapports du commissaire aux comptes, qui sont le premier rapport, l'opinion sur les comptes annuels, et le deuxième rapport sur les conventions réglementées. Donc au niveau comptable et du premier rapport sur l'opinion sur les comptes annuels, au niveau de l'association pour les comptes 2019, il s'agit d'une certification pure et simple, sans observation, et en annexe comptable, donc hors bilan et hors compte de résultat, comme vous l'a spécifié votre trésorière et votre président, a été valorisé le bénévolat pour 1575 heures, ce qui correspond à un montant total de 20 462 €. Au niveau du rapport sur les conventions réglementées, je vais peut-être commencer par rappeler ce qu'est une convention réglementée. Une convention réglementée, c'est toute opération financière ou autre qu'il y a entre 2 structures où il y a des dirigeants communs, donc souvent des administrateurs. Au niveau de l'association Phyto-Victimes, on a une absence de convention réglementée pour l'exercice 2019. Voilà, donc absence de convention réglementée. Voilà au niveau des 2 rapports du commissaire aux comptes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions en question écrite? Jérémy, vous avez en bas de votre écran, il y a un peu de cône qui est nommé converser. Si vous voulez poser des questions écrites, une question sur le rapport moral. Donc, qui sont les personnes en condition de précarité qui ne peuvent se défendre? Ce sont des salariés, en général des salariés agricoles ou viticoles, ou des saisonniers, des gens avec des faibles ressources, des contrats de travail précaires en général, et donc qui ont la difficulté, s'il y a la moindre analyse à réaliser ou à mettre un scellé ou quoi que ce soit, qui préfèrent même pas entamer une procédure parce qu'ils n'ont pas les moyens de démarrer quelque chose. Donc nous, on peut les accompagner, mais bon, on ne peut pas non plus prendre en charge s'il y a des analyses de sang ou des choses comme ça à faire. On ne peut pas non plus prendre la totalité des choses, des frais à notre compte. La subvention ne couvre pas ce genre de dépenses pour l'instant. On réfléchit à des choses avec le ministère des Solidarités, mais on n'y est pas encore. Est-ce que j'ai répondu? Oui, on est en relation avec les syndicats salariés, mais
pas forcément plus de prise en charge de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de subvention du ministère de l'Environnement? Eh bien, il y a des ministères qui nous ont suivis certaines années, moins d'autres. Voilà, les subventions, c'est toujours une grosse difficulté d'obtenir, de réaliser des projets qui sont en phase avec leurs demandes. Donc, il n'y a pas eu. Avant, on avait du décalage peut-être. Non, il n'y a pas de décalage. Là, pour l'instant, on n'a pas de décalage. Enfin, je ne veux pas répondre à la place d'Annie, mais. Je peux répondre. Cette année, il n'y aura pas de décalage. Voilà. Cette année, pour 2019, il n'y a pas de décalage. On a tout pris en compte. Tout a été soldé. C'est pour ça qu'on avait aussi prévu d'avancer la date de l'Assemblée générale en avril pour pouvoir clôturer les comptes beaucoup plus vite, de manière à pouvoir présenter à nos financeurs les résultats financiers, de pouvoir justifier des dépenses beaucoup plus vite que ce qu'on était capable de le faire auparavant. On essaye aussi de s'améliorer dans le côté pratico-pratique. Voilà, par contre, je n'ai pas de suivi de temps par rapport à où on était. S'il faut qu'on passe à la… On est bien, c'était 14h30 la reprise de le rapport d'activité, donc on est dans les temps, Antoine. On est bien, on est très bien. Il nous reste même 2 minutes, on peut si vous avez des questions. Une question pour les nouvelles victimes en cours de reconnaissance. Claire, tu peux noter la question là ? Parce que je pense que si dans les exposés suivants, la question est répondue, je pense que plutôt que de répondre là directement à une question sur ce sujet-là, je la zappe pas, hein, je réponds à Loïc là. Mais je pense que vous aurez la réponse à vos questions dans le déroulé des interventions suivantes. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que du coup, il n'y en a pas eu, particulièrement sur les comptes. Sinon, je vous propose qu'on libère notre commissaire aux comptes, M. Joudon. Pas de questions apparemment. Monsieur Joudon, je vous remercie de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci pour le travail accompli et la certification de nos comptes. Bonne fin d'Assemblée générale. Merci à vous. Merci beaucoup. Sur le rapport d'activité, donc c'est moi qui reprends la parole. Par rapport à l'aide aux victimes. Donc l'aide aux victimes professionnelles est la mission principale de l'association. C'est-à-dire que nous les accompagnons dans l'intégralité de leur démarche, qu'elles soient administratives, médicales ou juridiques. Vous voyez à l'écran l'évolution du nombre de dossiers de victimes. Depuis 2011, on a dépassé les 500 victimes professionnelles recensées par l'association. Bien évidemment, on est loin de la réalité et de la vérité du terrain, parce que les victimes viennent à nous de manière totalement volontaire et c'est eux qui font la démarche de venir jusqu'à nous. Donc, ça ne représente absolument pas le nombre de victimes qui sont susceptibles d'être présentes en France. Dans la majorité des cas, les gens travaillent essentiellement dans le monde agricole ou paragricole, mais d'autres professions sont aussi recensées, comme des agents de collectivités locales ou territoriales, des salariés de la désinfectation, désinsectisation, des salariés du bois. On a aussi des dockers, des professions qui sont beaucoup plus éloignées de l'agriculture. Depuis 2011, on a 130 personnes, plus de 130 personnes qui ont obtenu une reconnaissance en maladie professionnelle. 70 sont toujours en cours et des dossiers nouveaux, bien sûr, sont à l'étude. La typologie des gens sont plutôt dans les années 50 et 60. Malheureusement, il y en a des beaucoup plus jeunes. Les pathologies qui sont recensées, c'est principalement déjà les maladies pour lesquelles il existe un tableau de maladies professionnelles, parce que c'est extrêmement plus facile à obtenir quelque chose. C'est un peu plus connu et donc du coup, il y a plus de demandes.
donc pour Parkinson et toutes les hémopathies malignes. Par contre, on a quand même pas mal d'autres cancers, cancers de sang en général, prostate, vessie, poumon, et on a aussi pas mal de gens qui sont hypersensibles aux produits chimiques. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon un peu en errance médicale, pour lequel les médecins ne savent pas placer un diagnostic. Donc, des fois, ils sont un peu, entre guillemets, maltraités, j'oserais dire, parce que ils s'inventent un peu leur maladie, on ne sait pas ce qu'ils ont, on ne sait pas déterminer. Donc, on collabore pour ça avec des associations de médecins qui nous aident des fois pour essayer d'améliorer les choses. On collabore aussi, je ne sais pas ce que tu as comme diapo derrière, avec donc bien sûr le cabinet d'avocats TTLA à Paris. Et à ce titre, je remercie François Laforgue et Hermine Baron qui peuvent, si vous êtes adhérent chez nous et victime, des personnes que vous devez connaître. Donc, c'est à peu près 25% des personnes donc, qui sont reconnues en maladie professionnelle, 12% qui restent toujours en procédure. Les procédures peuvent des fois être longues. Une procédure hors tableau, c'est pas rare d'avoir 10 ans d'activité sur la procédure. Donc, au-delà du nombre purement mathématique, du nombre de dossiers ou de personnes qu'on recense ou qu'on accompagne, des nouveaux tous les ans, il y en a aussi qu'on accompagne depuis très longtemps ou depuis le départ. Il y a 5 régions géographiques qui sont beaucoup plus représentées, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Bretagne, les Pays de Loire et maintenant les Hauts-de-France. Si vous aussi, on se rend compte que bon voilà, ça n'a rien de statistique. Hein. C'est pas parce qu'on a plus de personnes dans ces régions-là qu'il en existe plus. Hein. C'est essentiellement parce que c'est des régions où on est beaucoup plus représenté, on a une présence de terrain, une présence régionale, et donc d'où l'importance de créer des liens en région avec des personnes qui seraient capables de nous faire connaître, de distribuer des dépliants, etc. C'est pareil, si vous avez besoin de nous, si vous avez envie de nous accompagner sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous le dire. Juste un petit focus sur l'année 2019. On a 104 nouveaux professionnels qui ont fait appel à l'association, ce qui représente quand même un travail hyper important, parce que c'est quand même 2 nouvelles personnes qui frappent à la porte chaque semaine. Ça a généré à peu près 80 ouvertures, ce qu'on appelle nous une ouverture de dossier, parce que bon, il y a des gens qui nous appellent, mais ce n'est pas forcément lié aux pesticides, donc on les réoriente. Et à peu près la moitié seulement qui, pour l'instant, ont décidé de poursuivre et d'essayer de réaliser quelque chose. Vous voyez, 100 au départ et seulement des fois une quarantaine de personnes qui poursuivent. Parce que des fois, les gens ne sont pas forcément prêts dans leur tête à faire des démarches au-delà de la maladie. Des fois, la maladie, c'est déjà tellement important qu'ils n'ont pas forcément la force de faire les deux à la fois. Ou bon, là, on sait qu'il y a un nouveau dispositif qui devrait se mettre en place, donc des fois, on conseille d'attendre un tout petit peu, ou un tableau qui évolue, qui pourrait rouvrir des portes. Voilà, il y a plusieurs niveaux qui font que voilà, ça avance. De toute façon, tout le monde ne va pas forcément au bout. Ces statistiques-là de 2019 représentent à peu près ce qu'on voit régulièrement tous les ans en termes de pathologie. Je signale qu'on a plusieurs reconnaissances en cancer de la prostate. C'est quelque chose qui est nouveau, même si on en parle et qu'il y a des réflexions de création de tableaux à différents endroits, que ce soit à la COSMAP ou à l'ANSES, pour ceux qui travaillent sur ce sujet-là. Voilà. Au-delà de ça, en hors tableau, il y a quand même quelques reconnaissances qui arrivent à se faire en cancer de la prostate. Tu peux passer la diapo suivante. Bon, le fonds d'indemnisation a été donc voté en 2019. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure parce qu'on va le remettre dans l'actualité 2020. Là, il a été créé en décembre 2019.
Hein. On va faire un gros travail en amont, je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport, moral. C'est presque, enfin, c'est 4 ans et demi de travail un peu en marin pour arriver à un texte un peu qui n'est pas génial. Bon, ben voilà, il faut qu'on travaille avec, ça sera toujours mieux que rien, et qui va rendre peut-être des possibilités pour des personnes qui ne pouvaient pas être indemnisées jusqu'à là de pouvoir quand même obtenir quelque chose. Et aussi une avancée pour des enfants de professionnels qui auraient été exposés. Bon, j'y reviendrai en détail, un peu en détail tout à l'heure. Voilà. Du coup, après, je donne par rapport à la sensibilisation. C'est Julien qui fait ça? Non, c'est Pascal. Ah, c'est Pascal, pardon. Ah oui, pour les interventions scolaires, pardon. Pascal, c'est bon? Bonjour à tous. Donc, Pascal Fourneau, alors, secrétaire de l'association Phytovictimes et relais local Bourgogne-Franche-Comté. Donc, malade des pesticides depuis 2008, j'ai été diagnostiqué MCS en 2015. Donc, on en parlait tout à l'heure, là. Hypersensible aux produits chimiques. On pourra en reparler après. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos interventions. Nous avons réalisé 40 en 2019, 11 scolaires, 2 professionnels et 25 grands publics. Nous intervenons dans les lycées agricoles pour témoigner de notre vécu, chacun à sa propre façon. Hein. Nous avons un message à faire passer aux élèves. Protégez-vous, très important. À l'association, à l'occasion de ces débats, des journalistes sont présents et relatent nos rencontres dans les journaux afin d'alerter sur la problématique des pesticides. Certains lycées nous demandent d'intervenir d'une année sur l'autre. Nous réalisons beaucoup d'interventions lors de la semaine des alternatives aux pesticides, fin mars. Et c'est tout. Donc, je passe la parole à Julien. Oui, pour évoquer l'expo photo. Julien Guillard, je suis vice-président de l'association, je suis relais local de la Loire-Atlantique et j'habite Nantes, en tout cas un petit village de Saint-Herblain qui est en périphérie de Nantes. L'expo photo, je vous en avais déjà parlé l'année dernière à l'AG. Une petite genèse rapide, c'était une idée qui partait de dynamiser les relais locaux en région en leur fournissant un événement clé en main et puis produire un support pédagogique pour nos interventions scolaires quand on va, comme Pascal, rencontrer les élèves et puis pour le tout public. On a présenté ce petit projet à un partenaire européen, c'est la fondation OAK, et qui nous a donc financé ce projet, qui est devenu bien plus gros à la suite. Et puis, en financeur, nous avons aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a financé les impressions. Donc, le projet, il a démarré concrètement en janvier 2019. Nous avons sélectionné des photographes. On s'est entouré de professionnels. Et Anaïs Ondé, la première photographe de Toulouse, qui avait déjà fait des portraits qu'on voit d'ailleurs à l'écran, les portraits de victimes. Et puis Olivier Guittard, un photographe nantais. On devait répondre à 3 questions. Demain, serons-nous tous victimes des pesticides? Pourquoi continue-t-on à utiliser des pesticides en agriculture? Et puis, qui est responsable? Pour réaliser cette exposition, on a donc sollicité des professionnels et donc, je l'ai dit tout à l'heure, une boîte de com qui s'appelle La Souris court toujours, une boîte nantaise. Cette exposition a été traduite en anglais par Virginie, d'ailleurs on la remercie, Virginie Dupérou. Voilà, on a fait donc des photos, des vidéos aussi, donc des vidéos où il y avait Nicolas et Jean-Marie Dédion, il y avait Isabelle Baldi,
épidémiologiste, pardon, c'est pas facile à dire quand même. Et puis Dominique Potier, voilà, un politique qui défend la cause des victimes des pesticides. Et puis les sociaux, Giovanni Prête et Jean-Noël Jouzel, je crois qu'il est avec nous d'ailleurs. J'ai cru voir écrire des trucs passer. Jean-Noël, bonjour. Giovanni, je ne sais pas s'il est là. Je me suis fait des petits trucs, mais en fait, ça me perd. En fait. J'aurais mieux fait de le faire comme je fais d'habitude, un peu à la one again. Et le point d'orgue de tout ça, donc on a beaucoup travaillé. Et le point d'orgue, ça a été le vernissage à Nantes, dans les locaux de Nantes Métropole, avec l'adjoint au maire Thomas Quérault, qui nous a fait plaisir d'être avec nous pour cette exposition, pour cette inauguration. On a une bonne couverture presse. Et on a eu, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, hein, il en a parlé dans son rapport moral, on a eu de très bons retours. Il y avait quelque chose de plutôt sympathique. Il y avait 2 syndicats qu'on avait invités, les 2 gros syndicats majoritaires, qui nous ont fait les mêmes félicitations, les 2. Donc, c'est pour preuve qu'on a réussi cette expo. On a aussi reçu les félicitations des associations environnementales. Et dès le lendemain, elle est partie au lycée Jules Réfel, c'est le lycée agricole nantais. Et là, pareil, un très bon accueil de la part des enseignants et des élèves. Donc, on a gagné notre pari. Et cette exposition, elle est partie en région en début 2020. Bon, malheureusement, crise du Covid, vous imaginez que tout a été stoppé. Donc, on espère qu'elle va redémarrer son activité peut-être à la rentrée. On verra suivant les ouvertures au public. Si vous avez envie de l'accueillir chez vous, dans vos municipalités, au sein de vos associations, n'importe où, n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous donnera la procédure. Voilà. La suite, c'était Antoine qui reprend la parole pour l'expertise. Merci Julien. Avant de passer à l'expertise, j'ai juste oublié un petit truc par rapport à l'actualité, à l'activité 2019 pour le service aux victimes. J'ai oublié de dire qu'on a ouvert une permanence au Carré des Services à Saint-Herblain, à côté de Nantes, tous les 2e mercredis de chaque mois. Alors évidemment, la permanence a été aussi interrompue à cause de la crise du Covid, mais on voulait essayer de voir ce que ça faisait de se déplacer en local, de faire un test en colère et délocalisé par rapport au siège de l'association, de refaire un accueil de victimes, puisqu'en plus c'est son sujet, à côté de Nantes. Et le départ a été plutôt… Il y a eu du monde à chaque fois. Donc bon, ça reprendra, je ne sais pas, peut-être le mois prochain ou qu'au mois de septembre, quand la ville de Saint-Herblain nous autorisera à remettre les pieds dans les locaux. Mais voilà. Par rapport à l'expertise, il y a un certain nombre de questions aussi qu'on reprendra tout à l'heure, qu'on ne vous oublie pas. Il y a une diapo qui vous montre un petit peu tout ce qu'on fait. Par contre, moi, ce que je voulais vous dire sur l'expertise, c'est que l'expertise, c'est un point primordial pour améliorer notre pertinence et peser encore plus fort et plus lourd dans les débats pour améliorer les reconnaissances et les prises en charge. Un peu sur le même schéma que ce que je vous expliquais au départ sur les financements, l'expertise, ou plutôt les expertises, se déclinent à de nombreux niveaux, avec un nombre important de partenaires. Qu'il s'agisse d'associations de santé par des pathologies précises pour des victimes, des associations de victimes autres, le GISCOP auquel on collabore, donc c'est un groupement d'intérêt scientifique auquel on collabore à Avignon, et l'agglomération de tout ce qu'on peut faire dans tous les groupes de travail, hein, il y en a qui sont affichés là à l'écran, il y en a d'autres peut-être sur une deuxième diapo après, je sais pas, je crois, nous permet quand même de gagner en compétences et en pertinence par rapport à ce qu'on fait. Et tout ça, ça nous donne quand même matière comment dire, à générer des avancées pour réviser les tableaux de maladies professionnelles. C'est là où je voulais revenir. Alors forcément, c'est pas que grâce à nous, on va pas. Enfin, je suis pas du genre à m'attribuer de ce genre de victoire à moi tout seul, mais je pense que on y a largement contribué. Le tableau 59 sur les lymphonodes hodgkiniens
a évolué. On ne peut pas dire qu'il a vraiment été amélioré parce que c'est juste une amélioration de lecture qui peut être faite, mais ça, quand même, ça évite un nombre de victimes de passer par des RMP parce que le tableau est mal lu, mal compris ou je ne sais pas quoi, et donc ça génère une procédure alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. On espère aussi que le tableau 59, on devrait voir un décret rapidement sortir pour améliorer et allonger la prise en charge, qui était de 1 an. On va dire que c'était un tableau qui a été créé avec un délai de prise en charge super court qui ne correspond en rien à l'état de la pathologie en tant que telle, qui devrait passer à 7 ans. Ça avait été demandé 10, probablement pas. Mais cette modification va enfin donner une lecture un peu plus scientifique au tableau maladie de Parkinson que ce qu'il était avant. L'association, depuis 2019, collabore et coanime aussi avec la Directe Nouvelle-Aquitaine, le groupe Ecophyto du plan régional Santé, Travail, Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pareil, voilà. L'agglomération de toutes ces connaissances-là nous permet d'être plus compétents, d'être beaucoup plus présents sur le terrain et d'acter des choses, je pense, beaucoup plus fortes. Cette expertise-là, on va la continuer, on va essayer de l'améliorer et elle participera à de nombreuses avancées. Je redonne la parole pour la vie de l'association. On prendra les questions à la fin du rapport d'activité. Oui. Julien, pour la vie de l'association. Merci Antoine. Juste une précision, il reste quelques minutes pour voter. Allez-y, si vous n'avez pas encore voté, il est encore temps. L'avis de l'association. Alors, on est sur une activité, une dynamique positive avec un nombre de membres en augmentation. Ça reste assez stable en termes de personnes qui, par rapport à 2019, mais c'est une dynamique qui est quand même positive. Les 2 tiers des personnes qui adhèrent sont également donatrices. 1 tiers des personnes, des membres sont victimes. Le nombre des dons est en augmentation par rapport à 2019, mais le montant moyen a baissé et est un peu plus faible. On s'est dû aussi à des gros dons en 2018 voilà, par rapport à 2019. Donc, ceci expliquant cela, la diapo suivante. Le conseil d'administration, donc avec 6 membres et 2 administratrices stagiaires. On va commencer par les administratrices stagiaires. Je n'ai pas des mots simples, moi, cet après-midi. Isabelle Fourneau et Béatrice Lebrun. Voilà. L'équipe en 2019, c'était Paul François qui était président, Antoine Lambert, vice-président, René-Jean Courmont qui était vice-président, Annie Vessière qui était déjà trésorière, Pascal Fourneau, déjà secrétaire, et moi-même qui était administrateur. Les salariés. L'équipe salariée, 4 salariés à temps plein, Ophélie Robineau, direction, si elle peut nous faire un coucou, tiens, comme ça. Ah ben non, elle ne peut pas. Non, je suis désolé, parce que sinon, ça va pas. Donc, bon, bah voilà, c'est Ophélie. Emma Gauthier, chargée de développement. Voilà, on la voit pas beaucoup, mais ceux qui sont sur Zoom la voient qui fait coucou. Claire est chargée de mission victime et fait la com, celle qui fait le chat et voilà, sur Facebook, Twitter, etc. Madeleine Labi, voilà, qui là gère un peu Zoom, etc. Voilà, un petit bonjour. Et puis donc, Madeleine, elle va nous quitter dans un futur très proche. Elle va voguer vers d'autres lieux, vers d'autres fonctions. Et pour la remplacer, on a Catherine Blanc. Alors peut-être qu'elle est là, Catherine Blanc. Oui, je crois qu'on l'a vue tout à l'heure. Oui, il me semble que je l'ai aperçue tout à l'heure. Voilà, qui devrait intégrer l'association en 2020 et qui reprend donc les dossiers et le poste de Madeleine. Attends, on peut faire une petite pause, Julien, juste 2 minutes. Ophélie, tu peux revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît, parce que bon, l'heure tourne et on avait tous les membres de l'association ont reçu un lien pour voter.
puisqu'une assemblée générale statutaire comporte un certain nombre de votes. Je me permets parce que d'interrompre là, on va juste le décaler un tout petit peu parce que le dispositif qu'on utilise ferme à 15 heures, enfin ferme. Les votes sont théoriquement clos à 15 heures, si je ne m'abuse. Oui. Donc, pour les gens qui seraient en direct avec nous, qui n'auraient pas encore, qui seraient membres, bien évidemment, en 2019 de l'association, qui n'auraient pas encore voté, vous avez quelques minutes encore pour le faire. Si vous l'avez fait d'avance, c'est parfait. Mais si vous voulez le faire maintenant, voilà, vous avez eu le résultat, enfin l'explication pour les comptes. Il y a un certain nombre de points qu'on avait demandé à ce qu'ils soient actés et le renouvellement d'administrateurs. Donc, les administrateurs, je suis désolé pour celles qui gèrent le diaporama. Les administrateurs renouvelables, c'est Pascal Fourneau, que vous avez eu tout à l'heure pour la sensibilisation dans les lycées agricoles, et moi-même. Et nous vous proposons d'intégrer Isabelle Fourneau, son épouse, pour en nouvelle administratrice. Il y a ça, et puis il y a la demande d'une adhésion structure, c'est-à-dire que tous nos partenaires qui sont en structure, en association, quoi, on demande à l'action d'une adhésion structure à 75 €. Et on vous demande aussi de voter et d'acter, de nous autoriser à ouvrir des antennes régionales. C'est plus administratif qu'autre chose. C'est pour pouvoir développer plus facilement des projets en région, alors que la région, quand on est hors siège, nous dit ah, vous êtes en Charente, nous on ne peut rien faire pour vous, vous n'êtes pas notre région de rattachement, etc. Donc on voudrait créer des antennes en région avec la présence de responsables de région, puisqu'on en a sur certains secteurs, développer cette chose-là. Donc voilà, vous avez, ceux qui peuvent voter, vous avez jusqu'à 15 heures pour le faire. On doit être un tout petit peu en retard sur le timing. Désolé de mettre le bazar dans l'organisation. Non, mais on est bon sur le timing, là. On est super bon. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Et puis, voilà, au nom du conseil d'administration, on s'est réunis ce matin. Oui, Madeleine, tu l'as dit tout à l'heure, Madeleine veut voguer vers d'autres horizons personnels. Donc, quittant la région, elle nous quitte. Madeleine, tu es arrivée chez nous à peu près il y a un petit peu plus d'1 an, parce que tu es arrivée le jour de l'Assemblée générale ou la veille de l'Assemblée générale en Bourgogne l'année dernière. On t'a jeté dans l'eau chaude. Tu t'es très vite adapté et voilà, je voulais un petit mot de l'ensemble du conseil d'administration pour te remercier de ce que tu as fait chez nous, pour nous, toujours avec le sourire et avec plein d'idées débordantes. Je pense qu'on te regrettera régulièrement. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en discuter, mais voilà, le départ est prévu pour la fin du mois de juillet. Merci beaucoup. Et je voulais le saluer devant tout le monde. Vas-y, Julien, je te redonne le truc. Ophélie, tu recules. J'avais plus qu'une diapo et j'ai encore 5 minutes pour la faire. Soit il faut que je sois très long, soit on va laisser la parole peut-être aux autres. Les relais locaux. Voilà, on a une grosse région qui est représentée en Occitanie. Et ils sont avec nous, hein. D'ailleurs, on a tout le monde. On a Charles et Marie, on a Serge et Béatrice, les Vessières, Annie et Jean-Marie, et puis Antoine Plumiot qui est peut-être ici. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Après, nous avons la Nouvelle-Aquitaine avec Paul et René-Jean, la Normandie avec Antoine Lambert, le Grand Est avec Dominique Marchal, la Bourgogne-Franche-Comté avec les Fourneaux, Pascal et Isabelle. Les Vendées, je ne sais pas s'ils sont avec nous, tiens, Gilbert et je ne sais pas s'ils sont avec nous, mais en tout cas, voilà, elle représente le centre Val-de-Loire. Et Béatrice Lebrinquet est là avec Laurent Félix, son conjoint. Voilà, et moi-même en Pays de la Loire. Attends, je te reprends le micro vite fait parce que je vois dans le déroulé des conversations des gens qui demandent on vote où. Vous avez reçu, je n'ai pas la date en tête, Madeleine saura peut-être vous le dire plus précisément, un email Ballot-Tilo le 3 juin avec des liens qui vous sont évidemment personnels puisque ne votent que les adhérents
On me demande de préciser. Il y a une distinction entre les adhérents et les membres. Il y en a qui sont que donateurs, pas forcément adhérents, ne votent que les adhérents et normalement ont reçu que les adhérents le lien pour voter. Si vous ne le retrouvez pas, normalement, il est arrivé chez quelques personnes dans les indésirables. Et normalement, vous avez reçu tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, pour surveiller l'action du vote, comme dans une assemblée générale classique, on a désigné 2 scrutateurs, en la personne de Charles Morin et de Béatrice Lebrun, qui auront les accès à la salle électronique de vote et donc qui pourront constater, qui nous redonneront tout à l'heure le résultat de tout cela. Qu'est-ce que… Attends, parce que on est arrivé au bout de la… Oui. On est arrivé au bout du rapport d'activité. Bon. J'ai vu passer tout à l'heure des questions. Du coup, Claire, est-ce que tu peux nous synthétiser ou reprendre les questions auxquelles il faut que l'on réponde, s'il te plaît? Il faut que tu ouvres ton micro. Oui, alors c'était surtout des questions sur l'hypersensibilité aux produits chimiques, savoir comment ça se traduisait, quel accompagnement on proposait pour les victimes en cours de reconnaissance, quelle prise en charge aussi justement, voilà, de l'hypersensibilité aux produits chimiques. Donc, je sais que Pascal et Isabelle ont répondu par écrit, mais voilà, Pascal étant atteint de cette pathologie, je pense que c'est le plus à même de pouvoir répondre à toutes ces questions, et puis je compléterai si besoin. Micro, Pascal. Ouvre ton micro, Pascal. Oui, merci. Donc, le problème de cette maladie, c'est que déjà, elle n'est pas reconnue en France, juste par l'OMS. Et cette maladie arrive, enfin, comme pour moi, elle est arrivée subitement. Donc, après avoir été à l'hôpital plusieurs fois, on ne trouve rien. Ça se passe dans le sang, mais après, c'est comme moi, j'ai travaillé 30 ans dans les vignes. On sait que c'est à cause des produits phytosanitaires. Mais après, on a d'autres symptômes. C'est que l'encre des journaux, il y a les parfums, les produits ménagers, tous ces produits chimiques, quoi, en fin de compte. La peinture, enfin, tout ce qui est à base de produits chimiques. Donc, on a toujours des problèmes neurologiques, on a des problèmes pour parler. Bon, c'est le cerveau, oui, c'est le cerveau qui est atteint. Moi, le cerveau était vide, on va dire, parce qu'il n'était plus oxygéné. J'avais perdu 70%. Donc, j'étais un peu Alzheimer. Hein. Et bon, c'est revenu grâce au professeur Bellepomme, que je vois à Paris 2 fois par an. Et toutes les interventions, enfin les médicaments, les prises de sang et tout, sont pas pris en charge. Hein, c'est un coût total pour nous de 4 000 € par an. Voilà. Et on est au tribunal depuis 2011, oui, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans et on n'a toujours rien pour l'instant. Pas de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, on attend et voilà, quoi. C'est le gros problème de cette maladie. Ouais, donc, du coup, pour compléter, c'est vrai que du coup, pour cette maladie, en fait, c'est une double peine. Il faut déjà qu'elle soit reconnue par les médecins, ce qui est déjà très compliqué. Et ensuite, pour une procédure qui est hors tableau, qui est pas dans les tableaux, c'est très compliqué. Et du coup, Pascal en est malheureusement l'exemple, c'est que voilà, ils sont en procédure depuis déjà presque 10 ans. Donc voilà. Mais ça n'empêche que plus on aura aussi de personnes qui seront recensées à l'association, qui seront aussi
diagnostiqué, et ben, plus derrière, nous, on aura d'éléments aussi pour faire évoluer tout ça par rapport à cette maladie. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu aux questions par rapport à l'hypersensibilité aux produits chimiques. Il y avait une question sur Facebook, donc de Roland qui demande pourquoi on se limite aux professionnels, puisqu'il y a des riverains qui sont aussi exposés. Donc voilà, il demandait pourquoi Phytovictime se limiter aux professionnels. Antoine, peut-être, je vous laisse répondre. Ouais. Bonjour Roland. L'association, quand elle a été créée, a décidé de se préoccuper des victimes professionnelles parce que bon, l'union des personnes qui étaient présentes ce jour-là représentait des professionnels, et par la suite, l'association a décidé de n'accompagner que les victimes professionnelles. Alors, il y a une explication à tout ça, c'est que les champs possibles pour les professionnels sont totalement différents que pour les particuliers. Et puis, quand on voit déjà la difficulté qu'on a à accompagner l'intégralité des professionnels, bon, à un moment donné, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, qu'on est obligé de poursuivre aujourd'hui. C'est difficile dans l'État français de prendre les deux. On a avec nous, je ne sais pas, on l'a vu tout à l'heure, une personne du Canada où l'approche est un peu différente. Leur souhait, pour avoir discuté avec eux, leur souhait était de prendre les victimes professionnelles et les particuliers. En France, on est quand même confronté à un problème majeur, c'est qu'il y a quand même un peu d'accroche et de tension entre les professionnels et les riverains régulièrement. Et la défense des deux mélangés dans une même structure nous a toujours semblé compliquée. Voilà, je ne sais pas si je réponds, si vous n'hésitez pas à remettre un retour sur le live de Facebook. Si la réponse vous semble mes propos, ou si ça a répondu à vos interrogations. Dans le déroulé tout à l'heure de la conversation, j'avais dit qu'il y avait eu quelques nouveautés, enfin donc ces 3 cancers de la prostate qui ont été reconnus en 2019. La question avait été, je l'ai vu passer là, par Jean-Noël Jouzel, qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres questions qui se baladaient en même temps. On a répondu en direct sur le chat. C'est 3 reconnaissances cancer de la prostate en 2019. Qu'on va étudier à la loupe si jamais il y a un tableau qui est en cours de construction pour regarder les… Il y a une autre question tout à l'heure qui a été posée sur le live Facebook, c'était par rapport aux salariés de la 3D. C'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué sur le diaporama, ça correspond aux salariés de la dératisation, désinfection, désinsectisation. Voilà, ça n'a rien à voir avec le numérique, c'est vraiment des personnes qui sont exposées aussi aux pesticides dont on ne parle pas forcément beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur notre rapport d'activité? Je n'en vois pas d'écrites, mais s'il y a des gens qui veulent, on a un petit peu de temps. Encore, s'il y en a qui veulent lever la main, prendre la parole ou les écrire. Soyez pas timides, on n'a jamais mangé personne. Oui, puis en live, c'est plus compliqué de manger les gens. Enfin, Charles a levé la main. Activer le son. J'ai posé la question par écrit, mais j'ai du mal à la poser. Est-ce qu'on a une idée du nombre de maladies professionnelles qui sont reconnues sans passer par une phase judiciaire? C'est-à-dire qu'ils se passent bien, comme moi, ça s'est passé encore cette année. Est-ce qu'on a une idée? À ma connaissance, non, parce que les chiffres qui nous sont donnés par la commission, aidez-moi, j'ai les lettres qui défilent, mais le nom ne me revient pas. Enfin, avec l'accompagnement de la MSA, Julien, où tu vas La CNP. Ouais, oui, mais d'accord, mais CNP. Commission nationale de prévention. Non.
Julien? Bon, enfin bref. Les chiffres de la MSA nous donnent le nombre de reconnaissances, éventuellement avec des fois de difficultés, le nombre de refus, etc. Mais les dossiers qui se passent bien et qui passent comme une lettre à la poste, non, on n'a pas ce genre de détails. Je ne sais pas si certaines personnes qui sont spectateurs chez nous ont ce genre d'approche. Anne-Marie, je ne sais pas si tu sais répondre à ce genre de choses. Si, c'est Commission nationale de prévention. Voilà, mais non, enfin, en tout cas, nous, à l'association Phytovictimes, on n'a pas ces chiffres-là d'avoir les parcours de maladies professionnelles qui se passent bien. On ne les a pas encore. Par contre, avec le développement de la base de données, c'est des choses qu'on pourrait savoir. Mais pour l'instant, on n'a pas les statistiques. Ça serait merveilleux s'il y en avait plein qu'on ne les connaissait pas et qui passent bien. Il n'y aurait plus besoin de la sauce. Ça serait bien, effectivement. Et c'est sûrement aussi ceux qui ne font pas appel à l'association. Parce qu'il y a des gens qui font les démarches seuls. Et donc, si tout se passe bien, bah, ils n'ont pas d'intérêt forcément à appeler l'association. Donc, il y en a certainement beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais voilà, nous, on invite quand même toutes ces personnes à se faire recenser auprès de Phytovictimes. Et Anne-Marie a répondu, le nombre chez les salariés du régime général, c'est moins d'une quarantaine de cas par an reconnus. Et les statistiques, en fait, on ne distingue pas si s'il y a eu du contentieux ou pas, en fait. Hein. Donc, c'est une fois reconnu, contentieux ou pas contentieux. C'est toujours difficile d'analyser ces chiffres-là. C'est des chiffres qu'on a des fois, qu'on arrive à avoir avec des réunions au ministère de l'Agriculture, mais c'est vrai que c'est toujours un complexe. Parce que moi, je pense que ça serait important que ça se sache, parce que je viens de faire reconnaître une maladie professionnelle qui n'est pas dans les tableaux. Elle est marquée nulle part. Donc, est-ce que ça va remonter, cette maladie reconnue? Bon, moi, je vais faire remonter puisque je vais donner tout mon dossier, et ça serait intéressant d'avoir les autres. Oui. Attends, je le lis, ce n'est pas Anne-Marie qui a répondu, c'est Annie Tebomoni. Merci et bonjour Annie. Et la MSA nous confirme que la MSA ne publie pas ce genre de chiffres. Oui, ça ne me surprend pas. Il y en a bien d'autres qu'on a déjà du mal à avoir. Il me semble qu'il y a… Ah non, c'est bon. Si, il y a Anne-Marie Soubiel, il me semble qu'il lève la main. Oui, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, Anne-Marie. Oui, voilà. Disons qu'effectivement, la Commission supérieure des maladies professionnelles travaille sur ces données. Il faut savoir qu'en maladie professionnelle, plus de 86 à 90% des maladies sont des troubles musculo-squelettiques, ce qui fait que les chiffres qui sont agrémentés au niveau national sont énormes et que les maladies professionnelles en lien avec les pesticides sont noyées dans la masse. Donc, nous essayons bien sûr de les avoir à la fois par caisse, à la fois par type de maladie et également selon s'il y a un passage en C2RMP, en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou pas. Par contre, l'information que nous n'avons pas, c'est celle s'il y a un contentieux. Donc, et s'il peut y avoir plusieurs C2RMP qui se sont prononcés tout au cours du parcours. Donc, cette année, pour la première fois, quand même, les membres de la COSMAP ont eu un rapport assez détaillé qui remonte même jusqu'aux demandes. Donc, ça nécessite encore des ajustements pour pouvoir bien exploiter l'ensemble de ces chiffres, mais on est en passe de les avoir et de les avoir d'autant plus facilement quand même ça joue sur donc, entre 5 et 10% des pathologies. Et à chaque fois, c'est détaillé avec les salariés et les non-salariés. Donc, je crois quand même qu'avec une analyse complète de ces chiffres, on pourrait mieux connaître la situation aujourd'hui. L'enjeu, c'est qu'effectivement, avec la montée en charge du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, on aura un comité
de reconnaissance des maladies professionnelles uniques au niveau du territoire, et donc on devrait moins avoir de différences entre les régions, parce que malgré tout, depuis 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble sur ce dossier, c'est vrai qu'il y a d'énormes disparités dans les régions. Et un de ces problèmes, c'est qu'effectivement, le message ne passe pas chez les professionnels. Il passe plus facilement chez les riverains qui sont moins atteints, moins concernés malgré tout en termes d'importance de l'intoxication ou des expositions. Et par contre, chez les professionnels, ça reste quand même un non-dit, et votre travail de ce côté-là est fondamental. On peut voir, mesurer de manière très importante votre travail pour cette prise de conscience chez les professionnels pour faire ces reconnaissances et ces procédures. Si vous ne le faites pas pour vous, il faut le faire pour les autres en termes d'image et de... En termes d'image, c'est malheureux le terme que j'utilise parce qu'il s'agit de victimes et de pathologies graves, mais c'est fondamental pour une prise de conscience et pour que tout le monde se mobilise pour prendre connaissance véritablement des effets différés de ces pesticides. Et juste une précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, à une question sur les 3D, des infections, dératisation et désinsectisation. Voilà. Il n'y a pas que les produits phytosanitaires au sens produits mis sur la plante, il y a aussi tous les produits mis sur les animaux et tous les biocides qui sont utilisés dans les locaux pour désinfecter. Et tous ces produits-là sont sous des régimes juridiques très différents, des régimes commerciaux et des circuits commerciaux très différents, mais n'empêche que parfois c'est les mêmes substances. C'est la raison pour laquelle on parle de pesticides, parce qu'on ramène toutes ces expositions qui sont des mélanges et que le corps, bien sûr, réagit. Et on se retrouve donc avec des symptômes comme celui de Pascal, qui sont des symptômes qui ne sont pas qualifiés de maladie en France. Donc effectivement, ça nous pose un problème après, derrière, pour reconnaître son statut de maladie professionnelle. Mais n'empêche qu'il faut y travailler, puisque à l'étranger, par contre, à l'international, ces symptômes sont reconnus comme maladie. Donc il faut un combat judiciaire pour le faire savoir et pour essayer de faire évoluer notre droit. Félicitations à vous tous pour ces travaux. Ça sert à tout le monde et à la communauté. Anne-Marie, elle peut juste vous demander de nous, on vous connaît, mais est-ce qu'on peut juste vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, merci de nous apporter ces précisions. Oui, disons que je suis donc chargée de mission au ministère de l'Agriculture, en charge de la politique de santé au travail notamment, et plus précisément de la réparation des maladies professionnelles. Donc c'est au niveau de mon bureau, le bureau de la santé et sécurité au travail, que les tableaux de maladies professionnelles pour le régime agricole sont modifiés. Donc c'est au sein de cette commission COSMAP, Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, que sont modifier les tableaux et que l'enjeu des effets différés des pesticides a été ouvert par les partenaires sociaux, donc employeurs et salariés et exploitants, depuis 2012, donc depuis l'adoption du premier tableau sur la maladie de Parkinson. Préalablement, les maladies professionnelles en lien avec les pesticides, c'était uniquement des intoxications aiguës, donc du genre allergie ou les yeux qui étaient atteints, voilà, qui bloquaient en fait la personne qui forcément allait voir le médecin parce que c'est inquiétant de se retrouver tout rouge ou tout gonflé ou avoir les yeux complètement enflammés.
Donc ça, c'était des symptômes déjà pris en compte. La plupart du temps d'ailleurs, même pas déclarés en maladie professionnelle, mais déclarés en accident du travail. Mais ce n'est que depuis 2010 que les partenaires sociaux ont pris en main les effets différés pour aller jusqu'à des reconnaissances et la discussion des tableaux et la création du fonds pour les 10 prochaines années à venir. Je crois que vous y reviendrez, je pense, Monsieur Lambert, ensuite sur le fonds d'indemnisation, mais c'est vrai que l'enjeu aussi de ce fonds, c'est qu'il permettra de reconnaître les enfants des salariés et des non-salariés qui ont été exposés à des pesticides et qui pourraient avoir des pathologies liées à ces expositions professionnelles. Le système des tableaux, juridiquement, ne permettant que de reconnaître la maladie du travailleur et pas la génération ou ses enfants. Donc, c'est aussi un des enjeux très importants de ce fonds et tout reste à faire. Merci pour ces précisions. Sur le fond, oui, on va y revenir bien évidemment, avec les éléments dont on dispose aujourd'hui. On ne nous a pas encore tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire, est-ce que tu en as recensé sur le live de Facebook? Il y avait juste une autre petite question très simple. Voilà, c'est Roland, du coup, qui demande s'il y a un ou plusieurs chimistes à l'association qui aient des compétences techniques sur les produits. Donc, on n'a pas de chimiste dans l'association. Non, pas pour le moment. Après, Antoine, si vous voulez compléter, mais très rapidement, parce qu'il me semble qu'on est un peu… Non. Oui, on déborde un peu sur le temps, mais bon, c'est pas non plus… Du moment qu'il y a des questions, il faut y répondre. Non, on n'a pas de chimiste au sein de l'association. Après, si on a besoin, en l'occurrence, c'est déjà arrivé. Pour quelques dossiers, on a été chercher des compétences, mais on n'a pas de bénévoles ou en interne ces compétences-là. Juste si je peux me permettre, du coup, si vous avez des connaissances qui peuvent répondre à cette lacune de compétences, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à leur faire passer le message. Ok. Donc, on poursuit. Je ne vois pas d'autres questions. En donnant la parole à Béatrice par rapport aux résultats du vote, s'ils sont établis. Béatrice et Charles après. Voilà, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, Béatrice. D'accord. Donc, d'après les résultats, il y aurait eu 16% de participation. 16. Donc, je vais commencer par la première question et puis je laisserai la parole à Charles. Donc, on demandait « Approuvez-vous le rapport moral ?» Le oui l'emporte à 100% sur le non. Donc, voilà. Je ne sais pas si je dois donner le nombre de voix. Vous pouvez. Tu peux, mais ce n'est pas une obligation non plus. Hein, Bon, de toute façon, c'est le oui qui l'emporte à 100%. Donc voilà. À toi, Charles. Mais je n'ai pas les chiffres. Ah, je continue alors. Oui, vas-y, continue, je n'ai pas les chiffres, moi. Ah, ben, je les ai imprimés. Donc, la seconde question était « Approuvez-vous le rapport d'activité ?» Donc, le oui l'emporte à 100% également. Donc, la question suivante, approuvez-vous le rapport financier, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2019 et l'affectation du résultat? Donc, le oui l'emporte à 100%. Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 présenté? Le oui l'emporte à 100%. Approuvez-vous la création d'une cotisation structure partenaire à 75 €? Le oui l'emporte à 100%. Ensuite, renouvelez-vous le mandat d'Antoine Lambert
toutes les voix ont voté oui, et pour Pascal Fourneau également. Validez-vous la candidature au conseil d'administration d'Isabelle Fourneau? Il y a 37 voix. Et donc, approuvez-vous la création d'antennes régionales conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi que l'article 3 du décret du 16 août permettant la création d'établissements secondaires, autrement appelés antennes dénuées de personnalité juridique sans aucune autonomie par rapport au siège? Le oui l'emporte à 100%. Voilà. Merci Béatrice. Bon, bah, de toute façon, vous avez eu partage d'écran, vous avez vu le résultat. Merci à tous ceux qui ont pris parole de l'extrême confiance que vous nous donnez. Bienvenue à Isabelle Fourneau au sein du conseil d'administration. Et puis, voilà pour les votes. On poursuit. Donc, l'actualité 2020. Donc, l'actualité 2020, c'est moi qui reprends la parole. Donc, c'est avant tout, le premier sujet, c'est le fonds d'indemnisation. Donc, comme évoqué précédemment, le nouveau dispositif d'indemnisation voulu par l'État est mis en place théoriquement depuis le 1er janvier 2020. Maintenant, voilà, depuis janvier, on est en attente de décret parce que c'est une loi qui est passée en 2019, mais pour toi, il faut un décret qui affine un peu les choses parce que la loi est assez vague. Ça donne des grandes lignes, mais elle est assez vague. Et donc, on attend un décret pour préciser de nombreux points du dispositif. La crise du Covid a certainement accentué le retard, mais on est toujours en attente d'un texte et j'espère que vous nous en excuserez, mais il est quand même relativement difficile pour nous de vous en expliquer précisément les contours tant qu'on n'aura pas les décrets d'application. On ne veut pas non plus faire rêver les gens alors que ça tombe, il y aura des problèmes. Donc, on préfère être sage et attendre le dispositif vraiment complètement. On sait cependant par la loi qu'il existait des zones d'ombre, des périodes de prise en charge qui semblaient être absentes. C'est des choses qu'on a signalées au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé lors de notre rencontre fin janvier. Bon, on nous a garanti que ces points-là seraient soulevés et améliorés. Bon, maintenant, voilà, on attend d'être certain des choses quand les décrets seront parlés. Par contre, il y a quelques points quand même qui sont importants à retenir. Donc, effectivement, ça ouvre quand même des droits à des personnes qui n'en avaient pas. Anne-Marie vous l'a dit tout à l'heure. Et pour ces cas-là, précisément, le cas des enfants, par exemple, de personnes de professionnels exposés, oui, là, on est d'accord. Là, il s'agit réellement d'un dispositif qu'on pourrait appeler un fonds et pour toutes les personnes qui n'avaient pas de droit au préalable. Pour le reste, c'est un petit peu plus difficile pour nous d'accepter l'idée et le mot du fonds parce que, bon, pour certains, ça sera une amélioration, certes, de la prise en charge, mais on est quand même bien loin de ce que l'on voulait. Comme tout nouveau dispositif, il aura besoin d'être rodé, amélioré, probablement plaidé, à l'image de ce qu'a pu connaître le cabinet d'avocats qui nous accompagne sur l'amiante et sur les fonds précédents. Donc, le conseil d'administration s'est fortement interrogé sur ce dispositif et a donc décidé de modifier les conditions d'accompagnement pour être certain que toute personne qui partirait sur de la reconnaissance en maladie professionnelle liée aux pesticides ne retrouve pas d'écueil sur sa route à cause du nouveau dispositif.
Donc, on ne veut laisser personne au bord de la route. Donc, on a eu des conditions particulières avec le cabinet d'avocats pour gagner ensemble, collectivement, dans l'intérêt de tous demain. Peut-être que certains nous feront le reproche d'obliger, puisque ça va être un peu comme ça, de vivement conseiller, voire d'obliger d'être accompagné par un avocat pour mener à bien la procédure. Mais on a trop peur, de par leur expérience, que des écueils surviennent à la lecture du texte et le fait d'y aller tout seul, des rejets puissent pénaliser les gens qui viendront par la suite. Donc, bon, je ne vais pas expliquer ici le détail des conditions particulières sur lesquelles on s'est mis d'accord avec le cabinet d'avocats, mais pour les victimes qui viendront et qui voudront ouvrir un dossier, on leur expliquera tout ça en détail. Le fonds ouvrira donc des droits à certaines personnes qui n'en avaient pas, comme des anciens exploitants qui n'avaient jamais cotisé au régime AT-MP, donc accident et maladie du travail, avant que ce ne soit des cotisations obligatoires. Et donc pour les enfants de professionnels exposés. Là, pareil, le texte reste très vague. C'est un champ, on va dire, qui ouvre des possibles, mais on ne sait pas s'il y aura des listes de maladies, s'il y aura des contraintes, des délais d'âge, etc. Une fois de plus, on préfère rester prudent plutôt que de donner de faux espoirs à des familles qui ont déjà vécu des drames ou des difficultés en donnant naissance à des enfants avec des soucis. On préfère rester prudent et on reviendra vers eux, par contre, systématiquement, dès qu'on aura l'intégralité des données. Il en est de même pour tous les dossiers toutes les personnes qui nous ont fait confiance depuis 2011. Si on peut leur rouvrir des droits et de l'accompagnement et de l'indemnisation sur leur cas personnel, on reprendra contact avec eux dès qu'on aura connaissance de l'intégralité du texte. Donc la suite, c'est une vidéo, pardon, c'est moi qui ne fais pas la soudure, donc de François Lafort, donc du cabinet TTL à Paris, qui va vous expliquer un peu comment on a vu les choses et comment ça s'est passé. Cette année, nous n'aurons pas le plaisir de partager ce moment convivial qu'est l'Assemblée générale de Phyto-Victimes, mais voici une petite participation du cabinet à vos débats. Vous savez que depuis 2016, nous nous battons pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Dans quelques semaines, devrait être adopté un décret pour la mise en œuvre effective de ce fonds. Alors nous pourrons profiter de l'expérience que nous avons pour les victimes de l'amiante et les victimes des essais nucléaires. Depuis 20 ans maintenant, nous accompagnons les victimes de l'amiante dans leur combat pour une juste indemnisation des préjudices qu'elles subissent. Et nous avons dû surmonter beaucoup d'obstacles devant les juridictions, des obstacles qui ont été posés par ce fonds, notamment tenant au délai pour agir, au lien entre les maladies et l'exposition à l'amiante, etc., etc. Et puis, lorsque, dans les années 2010, eh bien, on a pu obtenir une jurisprudence favorable, le fonds d'indemnisation n'a pas hésité à remettre en cause certains liens entre des pathologies et l'exposition à l'amiante. Dans les années 2010 également, eh bien, on a accompagné les victimes des essais nucléaires et on a été confronté là aussi à des problèmes liés à l'évolution des conditions d'indemnisation de ces victimes. Mais bon, aujourd'hui, on peut être satisfait du combat engagé et des réponses apportées par la justice. En bref, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, les victimes de pesticides vont être automatiquement indemnisées. Le combat sera difficile là aussi, il faudra rester vigilant, il faudra rester mobilisé et on pourra obtenir des avancées comme celles que nous avons obtenues pour les reconnaissances de maladies professionnelles. Nous avons obtenu les reconnaissances pour les lymphomes non-Hodgkiniens, les maladies de Parkinson, aujourd'hui inscrites au tableau des maladies professionnelles, mais également devant la justice pour des cancers du cerveau, de la vessie, de la prostate, pour des sarcomes des tissus mous ou encore des maladies neurologiques. Toutes ces avancées, on les a obtenues grâce à la mobilisation et au combat judiciaire qu'on a mené avec Phyto-Victimes. Alors, ne lâchons rien, restons mobilisés et nous pourrons obtenir, je l'espère,
que ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui nous le craignons ne serait qu'un effet d'annonce, puisse être effectif et permettre une juste indemnisation des victimes de pesticides. À très bientôt donc, et portez-vous bien. Voilà l'explication un petit peu de texte par rapport à ce qui pourrait se passer et au risque auquel on ne veut pas, le risque qu'on ne veut pas faire courir à nos adhérents et aux gens qui nous feront confiance, d'où l'idée du conseil d'administration de systématiser l'accompagnement. Dans l'actualité 2020, je poursuis. Nous voulons mettre en place, on a déjà un peu commencé, réfléchi et tout ça, mais là c'est vraiment l'année de la mise en place, une grande base de données. L'idée, c'est, le projet, c'est de recenser le plus possible de professionnels, on en a discuté un petit peu, échangé tout à l'heure, le plus possible de professionnels victimes des pesticides. Ça, c'est un grand chantier. On a déjà aujourd'hui pratiquement 500 personnes qui nous ont fait confiance. Cette base aura un double objectif, celle d'avoir une vision complète et plus précise des pathologies que nous pouvons rencontrer et dans l'optique de pouvoir alerter les pouvoirs publics sur des pathologies des fois rares mais régulièrement recensées chez nous et ainsi soutenir, pareil, aider et soutenir à la création ou à la modification de tableaux. La base de données englobera le parcours professionnel de la victime, le parcours médical, bien évidemment, et éventuellement le parcours judiciaire et l'indemnisation. Pour réaliser cela, nous travaillons avec la société informatique Alten Solidaire en mécénat et nous avons un large budget de financement qui nous est donné par le ministère de l'Agriculture, sans quoi on n'arriverait pas à réaliser ce boulot. Cette base de données-là, on l'espère bien, nous aidera dans l'expertise et dans les précisions. On parlait tout à l'heure de maladies mal connues par rapport à la sensibilité chimique, par exemple. C'est pareil. On espère qu'on arrivera à améliorer la vision de vos parcours pour mieux vous prendre en charge. Voilà, je repasse la parole à Pascal. Oui, ça y est. Bon, c'est vrai que cette année, l'année était difficile à cause du Covid, comme tout le monde. Comme toutes les associations, Phytovictimes a été fortement impactée. Toutes les interventions, notamment de la semaine pour les alternatives aux pesticides, ont été annulées. Notre AG à Carcassonne est reporté et c'est pour cette raison que nous sommes en ligne aujourd'hui. Cela nous servira pour de futurs AG qui pourraient être ouvertes en visio aux membres qui ne peuvent pas se déplacer. Phytovictimes est une association nationale, donc le travail des salariés a été impacté, mais le service d'aide aux victimes est toujours resté ouvert. Julien? Déjà, merci oui. Pascal. Ah, c'est super. Alors moi, je vais revenir sur l'expo photo. Donc on a fait la première partie, enfin les 3 premières parties sur la France. Et on développe maintenant la 4e partie, donc c'est une dimension européenne, sur le même esprit que la première, que l'exposition française, mais on va faire le focus sur 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Espagne. Donc voilà, les victimes, les alternatives et puis la politique. Voilà, la législation européenne est-elle différente de la nôtre et de comparer. Bon, alors comme l'a dit Pascal, on a eu le Covid. Donc, tout ça s'était mis un peu en pause. Et puis surtout, ça nous oblige à changer notre fusil d'épaule et de mettre fin aux déplacements qui étaient prévus dans ces pays-là pour plus s'orienter vers la dématérialisation et la virtualisation de l'expo. Donc, on a pris quand même 2 mois de retard. Il y avait le vernissage qui était prévu début décembre au Parlement européen à Bruxelles.
Donc ça a été donc repoussé début 2021. Bon, la construction, cette expo, je ne l'ai pas dit, mais elle est aussi financée par Waka. Voilà, comme la première fois, là, ils nous font confiance une deuxième fois. Et ils nous financent donc aussi cette quatrième partie. Il y aura d'autres, bien sûr, financeurs, on l'espère. Mais pour le moment, Waka participe grandement. On va construire donc cette expo avec la fondation HIL, c'est aussi une fondation européenne, qui va nous permettre d'envoyer un questionnaire à 10 millions de personnes, donc dans les 4 pays sélectionnés, hein, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. On va envoyer 10 millions de questionnaires pour obtenir, on l'espère, des témoignages de victimes, des professionnels victimes des pesticides, mais aussi des alternatives, etc. Donc, on va essayer d'en retenir une par pays. Donc, sur 10 millions, on a bon espoir que ça fonctionne. Et aussi, nous allons envoyer un courrier au ministère de la Santé, de l'Agriculture et du Travail dans les différents pays européens sélectionnés, voilà, pour avoir des précisions sur leur législation et pouvoir le comparer avec le nôtre en France. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai refait un petit papier, alors je n'ai pas l'habitude de faire. Concrètement, le travail va reprendre mi-septembre pour vraiment la construction pure là, de l'exposition. Et donc, on va mettre en évidence les différences entre les pays. Et aussi, on aimerait que ça fasse émerger d'autres collectifs du style notre association Phytovictimes, voilà, dans ces pays-là, et pour pouvoir construire un véritable réseau. Et puis voilà, pourquoi pas aussi faire évoluer la législation dans ces pays en mettant un peu de focus dessus. On espère que ça le fasse changer. Je pense que j'ai tout dit sur cette expo photo, disons, partie 4 pour la dimension européenne. Je ne sais pas s'il y a un autre diaporama, pardon. La suite, il y a quoi derrière? Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas. Moi, j'ai tout dit, en tout cas, je pense. Alors, pour l'expo photo, effectivement, on n'avait que ça. Sont complètes. Par contre, dans la grande mission de sensibilisation que, comme Annie, notre trésorière, vous l'a expliqué tout à l'heure, qui est une grande mission qui rassemble de nombreux financeurs et donc qui intéresse de nombreuses personnes. On a aussi en projet pour 2020 la création de modules de sensibilisation destinés au public scolaire et visant donc à les sensibiliser aux impacts des pesticides et à leurs alternatives. Également, donc, la création d'un support de sensibilisation destiné cette fois aux professionnels et qui va là aussi faire un focus sur les impacts sanitaires des pesticides. Donc encore de nombreux projets pour 2020. Et c'est pas fini. Merci Ophélie. Donc on a fait le tour. Maintenant, c'est à Antoine pour nous parler des 10 ans de PV l'année prochaine. Eh oui, en avril 2021, Phytovictimes viendra normalement à Paris pour fêter ses 10 ans d'existence. Et donc, on réalisera l'Assemblée générale en avril. On essaiera d'en faire un réel événement et de remettre sur le devant de la scène tous les administrateurs qui ont contribué, enfin administrateurs et adhérents qui ont contribué à faire ce qu'est l'association aujourd'hui, pour fêter ça un peu parce que bon, 10 ans et le parcours que l'association a réalisé, je pense qu'on n'a pas à en rougir et donc ça sera le moment de remercier un grand nombre de personnes. Isabelle, pour la suite, s'il te plaît. Eh bien, bonjour, Isabelle Fourneau, donc je suis relais local Bourgogne-Franche-Comté et je viens d'être élue. Alors, je vais vous parler de notre projet pour les 10 ans de Phytovictimes, car oui, l'an prochain, ça fera déjà 10 ans que Phytovictimes existe. Donc, à cette occasion, nous aimerions rédiger et éditer un petit livre retraçant l'histoire de notre association et raconter les avancées réalisées durant cette période. Malgré les difficultés liées à la maladie, il y a quand même aussi de bons moments d'échange et de rencontres. Ce livre comportera 3 parties. Nous allons donc donner, dans la première partie de ce livre, la parole aux membres fondateurs et à leurs conjoints, qui sont la mémoire vive de Phytovictimes
et ce sont bien eux qui pourront le mieux en parler. Une bénévole, Stéphanie, s'est proposée pour nous aider à élaborer ce projet. Elle recueillera les anecdotes et les souvenirs de chacun et mettra en forme les éléments obtenus. La seconde partie sera consacrée à nos missions et partenaires. Elle mettra en lumière tous les partenaires qui ont permis de développer l'aide aux victimes. La troisième partie, nos projets, paroles aux adhérents, présentera les actifs de Phyto-Victimes investis actuellement. Et nos projets, disons, pour les 10 prochaines années? Nous préparons un événement pour marquer l'importance de ces avancées, événement auquel vous serez conviés. Vous en saurez plus avant la fin de cette année. Bonne journée. Et ben, je repasse la parole à Antoine. Merci Isabelle. Avant de clore éventuellement cette assemblée générale, est-ce qu'il y reste des questions? Aucune question sur Facebook. Donc, pour moi, c'est bon. Catherine, vous pouvez parler? Oui. Qui est-ce qui a levé la main? Catherine Laurent a Catherine. levé la main. N'hésitez pas à poser votre question. Une date précise, par écrit, parce qu'apparemment le micro ne doit pas passer. Une date précise, non, pas pour l'instant. Soit le 17, soit le 24 avril. Il y a 2 dates de retenue, mais on n'a pas encore… 17 ou 24, oui. Avril. Mais ce n'est pas arrêté, ce n'est pas fixé encore. L'exposition que sur les professionnels, aussi les salariés. Les salariés, pour nous, sont des professionnels. Hein. La différence entre les professionnels, c'est s'ils sont salariés ou non salariés, mais l'exposition couvre les deux statuts. Sur Facebook, tu avais dit une question, Claire, ou pas de question chez moi, Kemal? Non, aucune question. Il y en a juste une, mais je vais la donner. C'est Roland, toujours, qui nous demande si on peut expliquer brièvement les différences entre le lymphome hodgkinien et non hodgkinien. Moi, perso, je ne sais pas. Je me risque pas sur ce genre de truc. C'est des pathologies différentes. Je sais, pour avoir suivi les travaux qu'on a réalisés en LECOSMAP, que ce sont des maladies qui sont différentes. Je ne saurais pas le réexpliquer comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens au parcours médical, des médecins dans nos partenaires qui sont présents parmi les spectateurs. Du coup, pour répondre à Roland, vous pouvez vous renseigner auprès de l'association France Lymphome Espoir, avec qui on est partenaire et qui aura toutes les réponses sur la différence entre lymphome hodgkinien et non hodgkinien. Voilà. Alors, attends, la question, c'est qu'au niveau européen, où nous avons fait une étude comparative européenne pour le MAP, les sigles, si vous pouviez, le réseau européen ou le salarié sont très différents. Ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas, j'ai du mal à décrypter votre question. Anne-Marie, je peux essayer peut-être de compléter? Vous Oui, m'entendez? si tu… Oui. Oui. Effectivement, pour le ministère de l'Agriculture, l'INRA avait, avec l'IRES, l'Institut sur
la représentation des salariés, a fait une étude comparative de l'emploi salarié en agriculture en France, en Pologne, en Espagne et en Belgique également. Et c'est vrai que pour la connaissance des expositions professionnelles, les interlocuteurs sont différents dès lors qu'on parle des salariés et des employeurs ou que l'on parle des exploitants. Donc c'est vrai que l'exposition photo avec sa dimension européenne telle que vous la concevez, ou que vous allez la concevoir, enfin c'est dans vos projets, on s'interroge sur le fait de savoir si vous allez vous intéresser aussi à l'exposition des salariés, parce que l'agriculture européenne fonctionne avec les salariés plus qu'avec les exploitants en termes de productivité. Donc c'est vrai que les salariés agricoles sont majoritairement exposés et en plus passent d'un pays à l'autre, notamment la Pologne qui est un des réservoirs de notre agriculture à l'ouest et on se retrouve maintenant avec d'autres types de salariés venant d'ailleurs pour l'agriculture polonaise. Donc on est sur des enjeux concernant les salariés qui sont très importants pour bien connaître leur exposition, a fortiori aux pesticides, puisque souvent, ne connaissant pas la langue, parlée très mal dans le lieu où ils travaillent, donc la lecture des étiquettes et les messages qui peuvent passer pour se protéger sont encore plus dégradés pour les salariés que pour les exploitants. Voilà, donc je pense que c'est très important ce projet avec la dimension européenne, mais il faut avoir en vigilance cette différence de représentants face à vous pour le questionnaire. Donc peut-être vous enrichir de travaux déjà réalisés avec des spécialistes pour éviter cet écueil. Catherine, est-ce que j'ai bien développé ce que tu sous-entendais? Elle écrit oui, c'est ça. Donc vous êtes parfaitement compris et ça éclaire la question que j'avais du mal à déchiffrer. Je ne sais pas si Eva ou Julien, vous voulez redire un mot là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on a quand même, enfin, c'est des points qu'on connaît, y compris par rapport à l'expertise qu'on peut faire au GISCOP d'Avignon avec de la main-d'œuvre salariée étrangère. On sait qu'ils sont aussi régulièrement confrontés aux barrières de la langue. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper nouveau pour nous non plus de rencontrer ces problèmes-là. Des gens qui voyagent effectivement au sein de l'Europe, voire d'autres pays, et qui travaillent à droite à gauche. Et pour lequel on a toujours du mal à reconstituer les carrières parce que les gens, ils sont là à un moment donné, ils font un certain nombre de travaux qu'on leur demande, ils ne savent pas toujours trop bien à quoi, enfin, on peut presque même dire jamais à quoi ils sont exposés. Et le parcours, il est ainsi relativement, non pas vide d'exposition, mais vide de mouvement. Mais Catherine, je suppose que c'est Catherine Laurent de l'INRA qui a posé ces questions-là. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur la partie salariée. Si vous avez des choses à nous faire remonter, n'hésitez pas à nous redonner des informations sur le sujet. On les prendra bien volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt l'Assemblée générale? Sur Facebook, c'est bon. Pas de questions nulle part. Il y a un décalage, on ne l'avait pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un décalage énorme entre ce qui se passe ici et sur Facebook. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on attend un peu que ça se manifeste et qu'on ait fini de parler. Il peut y avoir bien 30 ou 40 secondes de décalage. Catherine Laurent dit qu'on va nous envoyer les rapports.
Merci. Les administrateurs, les salariés, pas de regrets. Donc bon, voilà, on n'est pas très nombreux, mais je pense que on a su maintenir les gens qui étaient présents. J'espère que l'Assemblée générale aura été satisfaisante, qu'on n'aura pas été trop long à écouter et à supporter dans vos canapés bien installés. A priori, il n'est pas parti grand monde, donc c'est que ça a dû aller. Nous, c'était aussi une épreuve. C'est assez difficile de s'adresser à des gens qu'on ne voit pas et qu'on a du mal à imaginer, à part de voir un nombre de participants à l'écran. C'est assez difficile. Et donc, j'espère que l'an prochain, on aura la chance de pouvoir se parler et se voir réellement en direct et dans des conditions qui seront meilleures. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie l'équipe. Voilà, on les a une fois de plus refait travailler une partie d'un week-end. Pour les adhérents, je remercie ceux qui ont déjà renouvelé leurs adhésions et j'insiste amplement ceux qui ne l'auraient pas encore fait à bien vouloir le faire, à vous remercier de la confiance que vous nous avez apportée. Le poids des votes nous montre aussi que vous nous faites une grande confiance et je vous en remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc clore l'Assemblée générale et j'espère qu'on aura des nouvelles de vous bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.